Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet épineux, polémique. Le genre qui peut facilement amener beaucoup de gens à vouloir sortir les fourches et les torches. Les remakes. Un remake, c'est, pour rappel, une œuvre, en l'occurrence cinématographique, qui a pour particularité de reprendre en grande ligne le concept ou le synopsis d'une œuvre préexistante. En gros, c'est une adaptation d'une œuvre du même médium artistique. Et il est de notoriété commune que les remakes, c'est généralement moins bien, si ce n'est carrément plus merdique que l'œuvre originale. Biais pro-originalité bébête, remarque de vieux con, ou simple analyse factuelle. Eh bien, soyons clairs, ça dépend. Ça dépend notamment car les intentions amenant à un remake peuvent être nombreuses, variées, et donc amener à des démarches complètement différentes. On peut avoir droit à une nouvelle interprétation complètement originale d'une même histoire, une actualisation du sujet, une adaptation plus ancrée culturellement, ou juste une volonté de faire du pognon sans avoir à trouver une nouvelle idée et en piochant dans les archives. Mais tout cela, ça a déjà été dit et redit, les remakes ça reste des films, et donc on a des bons, des mauvais, des chefs-d'œuvre absolus et des trucs qui te font regretter de ne pas être aveugle. Au-delà donc de ces considérations basiques, il me semblait plus pertinent d'étudier la thématique des remakes à travers un exemple que je trouve particulièrement intéressant, à savoir celui des deux films Scarface. Mais qu'est-ce que c'est Scarface? Moi je connais pas, j'ai jamais été au cinéma, je préfère Netflix et la 24e saison de Stranger Things et de la Casa des Papel. Eh bien, Titouan, sache que même si tu as autant de consistance qu'un flan et que chaque jour de plus est une confirmation pour ta mère qu'elle aurait dû avorter, Jésus est venu sur terre aussi pour sauver des gens comme toi. Donc je vais te laisser une chance de te rattraper en te présentant ces deux films. Donc Scarface à la base c'est un film sorti en 1932 réalisé par le légendaire Howard Hawks, qui narre l'histoire de Tony Camont, un trafiquant d'alcool qui va devenir progressivement le parrain de la mafia de Chicago. Oui, pour rappel, l'alcool était encore illégal aux États-Unis à cette époque. Ce film va rapidement se faire une réputation de film violent et immoral et participera malgré lui à la mise en place du code d'autocensure Hays par les sociétés de production ricaines, ce qui va conduire à la quasi-disparition du film dans le pays jusqu'aux années 60, étant alors en contradiction avec de nombreuses prescriptions de ce texte. Et déjà, on a une chose intéressante, car cette invisibilité du film durant une bonne trentaine d'années a nécessairement eu tendance à accentuer un caractère culte à ce film, caractéristique déjà présente par le scandale que fut la sortie du film à l'époque. Et donc, que fait-on avec un film culte? Eh bien, un remake, voyons. Bon, je dis ça, mais ce n'était pas systématisé à l'époque. En tout cas, en 1983, un film sort, Scarface, de Brian De Palma, qui raconte l'histoire de Tony Montana, immigré cubain qui va s'intégrer à la pègre de Miami dans le trafic de cocaïne et monter progressivement l'échelle sociale en éliminant ses concurrents. Le film est encensé aujourd'hui comme un des meilleurs films de son genre et a rapidement obtenu un statut culte auprès de beaucoup de personnes plus ou moins cinéphiles, amenant à des remarques quant à la mécompréhension d'une partie du public sur le message de l'œuvre. Voilà, ça c'était un résumé rapide. Et si vous avez bien suivi, vous aurez noté que les deux films ont le point commun d'être très bien vus par les cinéphiles et d'avoir un statut culte assez considérable. Et déjà, rien que ça, c'est assez exceptionnel. Comme dit, les remakes ont tendance à être sous-considérés, souvent à raison, donc autant dire qu'un remake d'un film culte qui arrive à égaler ce statut, c'est probablement un cas unique dans l'histoire du cinéma. Et vu que c'est un cas unique, eh bien je vais comparer les deux œuvres et invoquer une autorité supérieure qui me permettra de dire une bonne fois pour toutes, et avec une absolue objectivité, quel est le meilleur film Scarface. Le film de Hawks est sorti en 1932, à une époque charnière du cinéma états-unien et de l'histoire des États-Unis en général. Pour rappel, nous sommes dans la période dite du pré-code, c'est-à-dire les quelques années entre l'arrivée du parlant, à la fin des années 1920, et la mise en place du code Hays en 1934. Cette période avait pour particularité une grande effervescence de liberté créative, notamment dans les thèmes abordés et la représentation de la violence et de la sexualité. Encore aujourd'hui, certains films de cette époque ont un caractère culte, voire mythique. King Kong, La monstrueuse parade, L'ennemi public, Frankenstein, New York, Miami, pour les plus connus. Mais aussi et surtout Scarface. Surtout car, par sa thématique et sa violence, il a marqué le public à l'époque. Pour faire simple, on n'avait jamais vu ça avant dans le cinéma américain. Le film fut tellement violent qu'il ne sera pratiquement pas projeté aux États-Unis durant la période d'application du Code Hays, ce qui contribuera grandement au caractère mythique du film, y compris auprès de ceux qui ne l'avaient jamais vu. Une sorte de Make to My Love intermezzo, si j'ose dire, mais avec des bonnes critiques. Concernant la société des États-Unis à l'époque, on pourrait la considérer comme en crise. En effet, la crise financière se déclencha 3 ans plus tôt et le mandat du président Hoover, alors très impopulaire, arrive doucement mais sûrement à sa fin. Mais surtout, nous sommes encore à l'époque de la prohibition de l'alcool. Politique fédérale fondée sur un amendement constitutionnel adopté en 1919 et qui, au vu des résultats que l'on qualifiera de très mitigés pour être gentil, sera abrogé fin 1933. En effet, la période de la prohibition sera marquée durement par le trafic illégal d'alcool, par la criminalité organisée dont le parrain le plus connu est sans doute Al Capone. Le film de De Palma, lui, est dans un contexte en principe plus calme.
Pour ce qui est du cinéma états-unien, nous sommes au début de la période de domination absolue des grosses productions. Le nouvel Hollywood dont est issu De Palma est mort définitivement 2 ans plus tôt, en 1980, avec l'échec monstre de La Porte du Paradis de Michael Cimino. Brian De Palma peut donc être considéré comme orphelin du mouvement qu'il a vu naître en tant que cinéaste, car contrairement à ses compagnons Spielberg et Lucas, il ne prit pas le tournant des grosses productions calibrées. Pour ce qui est du contexte de la société américaine, nous sommes au début de l'ère Ronald Reagan, l'ère du capitalisme triomphant et de l'avance progressive des États-Unis sur l'Union soviétique qui mènera à l'effondrement du bloc communiste à la fin de la décennie, marquant la victoire américaine sur la guerre froide. Si je vous rappelle tout cela, c'est pour déjà vous montrer que ces deux films sont faits à des périodes charnières du cinéma hollywoodien, mais aussi car nous allons voir que ces deux films parlent de leur époque respective. Et pour cause, les deux films mettent en scène des histoires contemporaines à leur époque de sortie. Cela peut sembler basique, mais il faut noter que nombre de remakes reprennent le contexte du film original, y compris quand ceci se déroule dans l'époque contemporaine à la réalisation. Un bon exemple serait le King Kong de Peter Jackson, sorti en 2005, et qui se déroule au début des années 1930, comme le film de Cooper et Schoenstatt, sorti en 1933, dont il est le remake. Cette précision me semble importante, car on pourrait vite oublier en regardant un film ancien montrant son époque que, pour les premiers spectateurs, le contexte présenté n'est pas étranger. Avec le Scarface de De Palma, nous sommes donc dans un choix de raconter une histoire se déroulant grosso modo à l'époque de la sortie du film, ce qui, même si cela implique de présenter un contexte totalement différent du film de Hawks, est un choix allant plus dans une logique de fidélité au niveau de l'adaptation. De Palma adapte l'histoire du film de 1933 à un nouveau contexte. Dans le film de 1932, le protagoniste est un mafieux nommé Tony Camont, qui est assez peu caractérisé en vérité. On sait de lui qu'il veut réussir, qu'il est ambitieux, et qu'il a une relation complexe avec sa sœur. C'est pratiquement tout. On ne connaît rien de son passé, ni vraiment ce qu'il aime ou ce qu'il pense. Malgré son statut de protagoniste, c'est plus un archétype de gangster qu'un véritable personnage. L'inspiration de Al Capone est évidente dans la figure qu'il représente. Il est ambitieux, cruel et peut-être un peu cinglé. À ce titre, Paul Muni l'incarne avec brio. Le personnage de Tony Montana dans le film de De Palma est nettement plus profond. Immigré cubain arrivant aux États-Unis, d'abord parqué dans un camp de réfugiés pour ensuite en sortir via des méthodes contestables, trouver un travail pourri pour enfin se décider à faire ce qu'il sait faire, à savoir le trafic de drogue. Tout cela l'amenant à s'élever dans le milieu pour arriver au sommet, puis à la chute. On a donc ici une distinction importante dans les deux films. Le film de De Palma a plus de temps pour développer le protagoniste et en fait donc bien plus qu'un simple gangster ambitieux et dangereux. Dans le film de Palma, on a affaire à un homme dont les origines nous sont montrées dès la séquence introductive, qui agit à la fois comme contexte historique, mais surtout comme base à notre personnage principal. Dans le film de Hawks, le protagoniste incarne un mafieux basique. On pourrait même dire que Tony Camont est une image du concept de criminalité organisée, ce qui n'est pas vraiment le cas de Tony Montana. Le film de Hawks raconte donc l'histoire de Tony Camont, petit gangster de Chicago qui va progressivement monter dans le milieu en collaborant avec un des parrains de la mafia locale avant de l'éliminer pour prendre sa place et sa femme et ainsi devenir l'homme à abattre par les autorités. Et ce, tout en ayant des relations familiales difficiles avec notamment sa mère et sa sœur, virant pratiquement à l'inceste. La narration fait ainsi un constat politico-social froid, critiquant partiellement l'action gouvernementale sur la question de la criminalité organisée, et donc, par association, de la prohibition. Le film pourrait apparaître comme subversif, mais on va mettre ça au conditionnel, le carton d'ouverture du métrage étant une sorte de désamorçage du côté critique virulente, auquel on pourrait s'attendre de prime abord. Le film de De Palma raconte grosso modo la même trame, mais cette fois en s'attaquant davantage sur le système, et notamment sur la société états-unienne dans son ensemble, qui glorifie ce genre de modèle de personnes, en partant du plus bas pour aller vers les sommets. Le film a pour thème central le rêve américain, et plus précisément l'échec de ce rêve. Toute la progression dramatique de l'immigration jusqu'à la fin n'est qu'un schéma typique du rêve américain caricatural, mais qui amène à une chute aussi brutale que méritée. C'est sans aucun doute l'apport majeur du film de De Palma par rapport au film précédent. Il y ajoute une thématique autre que celle d'une simple critique politique, pour en faire une satire globale d'un système. Il s'attaque ici au mythe fondateur des États-Unis, là où le film de Hawks ne le remettait pas en cause. Pire que ça, il l'ignorait. Bien que on peut considérer que la thématique est abordée vaguement par le personnage de Tony dans la séquence avec le fameux The World Is Yours, mais rien de plus. Alors que le film de 1983 ne se justifie presque entièrement que par sa morale, qui nous explique que l'ascension sociale par l'écrasement des autres amène nécessairement au malheur et à l'autodestruction, symbolisé dans la deuxième partie du métrage par la cocaïne que Tony trafique et consomme notamment dans la séquence finale, le film, bien que montrant frontalement la violence de Tony Montana, n'hésite pas à iconiser son personnage et à magnifier sa prise de pouvoir par des plans le mettant en valeur, des montages stimulants, et par le fait que sa baraque pète la classe, on va pas se mentir. C'est peut-être là une contradiction du film. Pour critiquer le système, il en vient à le montrer comme attractif, ce qu'il est. Le rêve américain est donc clairement mis en cause, tout en montrant que, de fait, il peut marcher, et que c'est une forme de réussite. De même, les deux films ont une sous-intrigue présentant une relation complexe de Tony avec sa sœur,
que l'on présente progressivement comme une relation possessive, allant pratiquement vers l'inceste. Le film de Hawks montre la mafia comme une force brutale, impitoyable, une expression pure de la violence et de la décadence de la société américaine. C'est là un point notable de ce film par rapport à beaucoup d'autres œuvres traitant de ce genre de sujet. Ici, la mafia et la criminalité organisée y est montrée comme le mal absolu. Nous n'avons aucune forme de sympathie pour ce milieu. Les actes commis sont clairement abominables. C'est là que le film de De Palma diffère très largement. Le film montre en effet assez peu de violence de la part des personnages principaux, notamment Tony. Ils sont plutôt victimes de violence que l'inverse. Et quand c'est eux les acteurs de la violence, c'est uniquement à des moments essentiels de la progression et généralement, ils sont en réaction à la violence de leurs rivaux. On notera d'ailleurs que les images de violence sont plutôt aseptisées, la photographie étant parfois même chaleureuse. Pas dans la valorisation, mais clairement pas dans la diabolisation visant à provoquer le dégoût. En fait, le film de De Palma récupère à ce titre l'essentiel de l'héritage du parrain de Coppola, à savoir montrer la mafia comme une famille et un métier à part entière qui, bien qu'illégal, n'en reste pas moins respectable et pratiquement normal. On sent bien que les 50 ans qui séparent les deux films ont été le terrain d'énormément de changements dans le traitement du crime au cinéma, et notamment la nouvelle vague et le nouvel Hollywood. Néanmoins, et on y reviendra, ce traitement que fait le film de De Palma n'est pas sans poser des problèmes quant au message de l'œuvre. La fin des films est, comme le reste de l'intrigue, similaire sur le papier, mais très différente par la mise en scène. Donc pour faire simple, après avoir flingué son ami pour s'être tapé la frangine, il s'enferme avec la dite sœurette dans sa demeure et se fait canarder par ses ennemis qui vont d'abord tuer sa sœur par une balle perdue, puis Tony va décéder en mourant avec un certain panache. Sauf que les différences ici sont fondamentales. Déjà dans le film de Hawks, Tony est canardé par la police qui le recherche après le meurtre de son ami. Tony est donc l'instrument de sa chute par sa cruauté. Il est le méchant de cette histoire. De plus, la scène est assez pathétique, entre la mort de la sœur pratiquement accidentelle, et ensuite le fait que Tony meurt de manière misérable, abattu par la police en tentant de fuir comme l'ennemi public qu'il est devenu. Juste parce que si je ne l'évoque pas, je vais avoir que ça en commentaire, la commission de censure des majors ont imposé une autre fin au film dans lequel Tony est arrêté, jugé et exécuté par pendaison. Cette séquence a été tournée par le réalisateur de seconde équipe, Hawks refusant catégoriquement de changer la fin, et sans Paul Muni, lui aussi refusant de tourner cela. Dieu merci, les censeurs n'étaient pas encore tout puissants à l'époque, et la scène était tellement merdique et incohérente avec le reste du métrage, il fut finalement décidé de ne pas l'intégrer, et de mettre la séquence initiale pour le bien de l'humanité. Pour toutes ces raisons, je ne prendrai bien entendu pas en compte cette curiosité dans mon jugement du film. Chez De Palma, on a droit au contraire à une iconisation totale de Tony, en contradiction presque totale à sa chute morale montrée précédemment dans le film. La séquence finale est survitaminée, chose en logique avec la cocaïne que prend Tony. Tony qui meurt de manière quasi christique. Et aussi, et surtout, il est tué par ses anciens associés qui se lient contre lui car ayant refusé de faire exploser une famille entière pour des raisons morales. C'est le gentil de cette histoire. Donc la séquence est clairement plus intéressante cinématographiquement, mais révélatrice d'une erreur thématique majeure pour De Palma, qui, en voulant filmer la chute, en montrant l'autodestruction de son personnage, en arrive à faire de Tony un quasi martyr, mort pour les péchés de l'Amérique. Et cette fin, elle a mené à énormément d'incompréhension chez le public, faisant de Tony Montana un héros des temps modernes. Mais soyons clairs, est-ce que ce n'est pas ce que dit le film ? Pour moi, on est là sur le point central du film de 1983. Sa fin est une erreur, plus qu'une erreur, une faute sur la manière de mettre en scène la morale d'une histoire. Avec tout cela, on peut résumer notre dilemme à cette question. Est-ce que passer à côté du message de son film pour une mise en scène plus stimulante est entendable ? Bien entendu, chacun aura sa réponse, mais je vais vous donner la mienne. Tout film, et plus généralement toute œuvre artistique, porte un message. Ce message peut aller dans mon sens ou non, mais quoi qu'il en soit, il doit être assumé jusqu'au bout, quand bien même cela paraîtrait moins satisfaisant pour la personne qui réceptionne l'œuvre. Car il serait facile de dire que le film de De Palma est meilleur car il développe plus son protagoniste, son univers, son propos politique et propose une fin nettement plus généreuse en action. Sauf que, soyons clairs, cela me paraîtrait peu pertinent. Déjà parce que le film dure pratiquement 3 heures, donc 2 fois plus que son modèle. À ce niveau, l'on ne peut reprocher à un film ce qu'il n'a pas l'ambition de proposer. Le film de Hawks est irréprochable, il présente un cas d'école et montre clairement que cet état de fait est désastreux pour la société et pour les individus qui y sont confrontés. Le film de De Palma, lui, représente une ascension qui se termine en chute due à la violence de ce monde. Et la trajectoire du film suit une logique de chute auto-déclenchée, comme si Tony était le responsable de son échec. La deuxième partie du film est dans cette logique. Mais la fin, encore une fois, contredit cela prodigieusement, au nom d'une conclusion sympa. Ah, mais la fin du film de Hawks, elle est molle et chiante. Heureusement que De Palma a pas fait comme ça. C'est mieux, il y a de l'action et tout, et Tony il pète la classe. En plus, j'ai trop envie d'être comme lui. Eh bien non. Car non seulement ça implique de rendre le message de l'œuvre confus, mais en plus, sans parler du film de Hawks, je donnerai 3 exemples notables de films d'ascension qui se terminent par une chute bien méritée, sans pour autant magnifier le personnage. On pourrait bien sûr parler des Affranchis, mais également du Loup de Wall Street, qui dans le fond
est un remake des Affranchis dans le monde de la finance. Ces deux films de Martin Scorsese présentent l'ascension sociale de deux malfrats, puis leur chute par l'arrestation. La fin agit donc comme un retour au réel frustrant mais logique avec le message du film. Et c'est deux putains de bons films en plus. Autre exemple bien sûr, un des meilleurs films de l'histoire, Barry Lyndon de Kubrick, qui narre l'histoire d'une ascension sociale d'un homme qui va aller pratiquement au sommet de la société britannique du XVIIIe siècle jusqu'à chuter dû à ses propres comportements de sale con. Là encore frustrant mais parfaitement justifié. Le problème est donc que le film de De Palma va dans une direction logique durant la deuxième partie, une chute morale est présentée avec une attitude violente, un rejet de sa femme et de son addiction à la cocaïne. Cette chute morale est cependant interrompue avec la scène finale dans laquelle Tony est lâchement assassiné par ses anciens associés en raison d'une bonne action faite précédemment. Si on ajoute à cela les phrases de bon sens de Montana durant le film, on arrive à une morale des plus confuses et il n'est pas étonnant de voir des guignols dire les plus grosses inepties sur l'œuvre. The world is yours. Tony Montana s'est sacrifié pour vous offrir le monde. Félicitations, PD. Donc ma conclusion est simple. L'œuvre de Hawks est meilleure car elle met mieux en scène le message délivré. Cela m'amène donc à vous dire, regardez Scarface de Howard Hawks. Ce film fut une véritable révolution à son époque et reste aujourd'hui bougrement efficace. Et bien sûr, voyez aussi le remake de Brian De Palma, lui aussi chef-d'œuvre malgré les défauts soulevés. On a ici deux films excellents qui ont marqué leurs époques de sortie. Mais donc oui, l'original est mieux. Après tout, quitte à passer pour un vieux con, autant l'assumer, non ?